On se barre. On se barre. On On se se barre. barre. On se barre et on devient plus forte. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un protocole révolutionnaire. Le 6C, soit le chiffre 6 et la lettre C. C'est un protocole de premier secours psychologique. Là où il se distingue, c'est que grâce à lui, lors d'un événement provoquant un choc émotionnel intense, victimes et témoins en état de sidération retrouvent immédiatement leur capacité à fonctionner normalement et efficacement. Il permet de déchoquer, de réduire le risque de PTSD, soit les troubles du stress post-traumatique, et augmente la résilience. Pour en parler, avec moi, Emmanuelle Alioua, que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Je la remercie infiniment de partager ses précieuses connaissances avec nous sur le protocole 6C, qui peut complètement changer la donne en nous donnant des armes pour être plus fortes ou plus forts, pour se réactiver dans des situations qui peuvent paraître insurmontables. Emmanuelle défend le fait de dire qu'il faut changer de prisme et sortir du statut de victime pour celui de survivante ou survivant. Son aide est précieuse. Avec elle, on va parler du protocole 6C, de PTSD, d'empathie et de la thérapie EMDR. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir sa présentation et notre échange. Bonjour, je suis Emmanuelle Alioua. Je suis la représentante officielle du protocole national israélien de premiers secours psychologiques opérationnels, le pendant des premiers secours physiques, mais en vue de déchoquer, de permettre à quelqu'un qui a vécu une menace de redevenir fonctionnel en quelques minutes. Alors du coup, ce protocole, si je comprends bien, il s'intéresse vraiment au trauma, au syndrome de stress post-traumatique, qu'on peut appeler PTSD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est vraiment le trauma? Est-ce qu'il y a différents traumas, différents chocs post-traumatiques et finalement, comment on peut le reconnaître? Alors, le psychotrauma hein, ou le trouble de stress post-trauma en français ou le PTSD en anglais est une maladie de la mémoire. Le 6C n'est pas une thérapie contre cette maladie. Le 6C est un protocole d'intervention précoce qui réduit de façon importante les risques de développer cette maladie. D'accord? Donc, on est Mhm. dans la prévention et c'est fondamental d'être en amont parce qu'on soigne assez mal aujourd'hui le PTSD. On n'a pas de traitement aujourd'hui fiable qui puisse garantir à tout patient atteint de ce trouble la guérison. Donc, on sait que tous nos efforts doivent être concentrés sur la prévention pour réduire son impact. Et il se trouve que le PTSD, lorsque vous vivez un événement traumatogène, vous touche dès les premières secondes. Donc, le 6C va agir à ce moment-là dans l'urgence. Est-ce qu'on peut, par exemple, voilà, être confronté à une situation qui va créer un trauma, mais sur Mhm. le coup ne pas avoir d'effet instantanément, mais que ça arrive Exact. des semaines après ou des mois après? Absolument. C'est pour ça qu'on psychoéduque les gens en formation en leur disant que si vous avez vécu une situation de choc et que vous avez des symptômes pendant un mois, c'est juste normal, légitime. Il faut laisser le temps à votre métabolisme, à vos ressources psychologiques de métaboliser ça et de les évacuer, de les transformer ou pas. Mais le ou pas, on ne le saura qu'au-delà d'un mois après l'événement. D'accord, et ça va être quoi alors concrètement ces symptômes? Ben, ça peut être des symptômes de cauchemar traumatique. Vous vous réveillez la nuit avec des reviviscences ou des cauchemars liés à l'événement qui s'est passé, qui a été l'occasion d'un choc. Ça peut être des phénomènes d'évitement. Vous évitez le lieu systématiquement où il est passé, où ça s'est passé. Vous évitez, ça peut être, l'évitement peut prendre des tas de formes, hein. On peut éviter des émotions, on peut éviter des lieux. Il peut y avoir une hypervigilance. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive, comme si quelque chose allait se reproduire. Tous ces symptômes-là, si on les a des semaines qui suivent l'événement, le choc, c'est normal, c'est plutôt normal. Par contre, les avoir au-delà d'un mois, on commence à parler de troubles de stress post-trauma. Il y a plusieurs types de stress post-traumatique.
Oui, il y a le trauma et le trauma complexe. Euh, voilà, tous les deux sont des maladies de la mémoire et le trauma complexe est particulièrement difficile à traiter. Si je comprends bien, on peut même aussi avoir des amnésies, en fait, oublier des Tout à parties. fait, Hmm. tout à fait. On a souvent, alors on appelle ça la mémoire amnésique, mais j'aurais plutôt tendance à parler de souvenirs. Voilà, une amnésie du souvenir plutôt, et non pas de tous les souvenirs. Donc on peut oublier effectivement le jour où quelque chose nous est arrivé, tout simplement le fait que ça nous soit arrivé. Et ce mécanisme-là arrive souvent lorsqu'il y a dissociation, c'est-à-dire que vous vivez une situation où vous n'êtes pas en capacité de fuir, donc vous la subissez. Et pour éviter l'arrêt cardiaque, dans la situation de stress énorme dans laquelle vous êtes, votre mécanisme s'enclenche qui vont venir anesthésier la zone de vos émotions et occasionner une anesthésie émotionnelle et physique aussi parfois. Ce phénomène-là de dissociation peut créer effectivement des troubles liés à l'événement, au souvenir de cet événement-là. C'est ce qui fait qu'on a des gens d'ailleurs qui, très longtemps après, voient remonter à la surface des souvenirs liés à ce qu'ils ont vécu et qu'ils n'avaient absolument pas identifié clairement. Est-ce que l'on peut guérir vraiment ou pas, en fait, Du PTSD? Ouais. Alors, Moi, je moi sais, je fais... moi, j'ai un peu de mal avec le mot Ouais, guérison, hein, ouais, de manière je générale, mais... comprends. Alors, il y a plein de choses qu'on peut guérir. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, au stade Mhm. où nous en sommes, on ne peut pas en guérir, un petit peu comme l'alcoolisme. Vous Mhm. voyez, on peut bien vivre avec, Mhm. on peut ne plus en souffrir, mais en être complètement débarrassé, je suis très sceptique. Pour avoir vu des réviviscences 30 ans après, alors que les, les- les individus étaient en période de rémission pendant 30 ans, 30 ans après, les voir à terre parce que le phénomène est venu se manifester très violemment. Mhm. Donc aujourd'hui, je suis assez sceptique et j'ai plutôt tendance, en tout cas, à penser qu'on n'en guérit pas, mais on peut ne plus en souffrir, ce qui est déjà énorme, Tout à fait. énorme. Mhm. Alors du coup, vous, avec ce protocole 6C, on va être vraiment pour réduire finalement ce stress post-traumatique. Avant un peu de rentrer dans plus de détails, je voudrais savoir, ce protocole, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse aux adultes, aux enfants, aux adolescents, à tout le monde? C'est exactement ça, il s'adresse à tout le monde. Il est né, bien sûr, dans un cadre très précis qui est celui militaire de l'armée israélienne. L'idée, c'était de déchoquer le soldat au combat en pleine mission qui n'était pas blessé physiquement, mais qui était sous l'effet d'un phénomène de sidération. Et on avait beau les secouer ou taper sur le casque, rien n'y faisait. Or, il met la mission en danger et ses camarades en danger. Donc, il fallait trouver une méthode. Et la méthode est née pour traiter ce cas spécifique-là. Il se trouve qu'elle le traite très bien et qu'on s'est rendu compte que non seulement elle permet de basculer d'un état de sidération à un retour à fonctionnement normal en quelques minutes, ce qui a été randomisé, étudié, c'est 90 secondes, donc vous voyez que c'est juste vraiment extrêmement rapide. Mhm. Et on s'est aperçu les années qui ont suivi qu'il avait d'autres bénéfices, ce protocole, notamment sur la résilience et notamment sur la réduction du risque de développer un trouble de stress post-trauma, la maladie dont on a parlé Mhm. tout à l'heure. Donc, il a trois axes très importants maintenant qu'on peut clairement affirmer, supportés par 17 années de retour d'expérience israélienne et les études qui sont faites en Israël et dans d'autres pays, qui sont disponibles d'ailleurs sur le site. Euh, c'est que les trois axes sont je déchoque quelqu'un qui est sidéré, je lui permets de reprendre par exemple le volant, je lui permets de secourir son enfant alors qu'il a été tétanisé pour l'avoir vu effondrer en bas des escaliers, je déchoque un enseignant qui est dans qui vient d'être agressé et qui est dans un état complètement dysfonctionnel, il recommence et non seulement je le déchoque, mais ensuite je vais le mobiliser. Pourquoi? Parce que je vais vouloir qu'il reprenne un peu d'estime de lui-même dans cette situation d'urgence où il a perdu totalement le contrôle. Et ça va enclencher dès les premières minutes, pendant l'urgence, les mécanismes de résilience. Pour résumer, il a eu très peur face à la menace de mort ou en tout cas réelle ou imaginaire, mais comme je l'ai déchoqué et qu'il est en capacité cognitive
de faire ce que je lui demande, il va venir m'aider. Et ça enclenche les mécanismes de résilience. Et ensuite, effectivement, on se rend compte que les gens qu'on a traités avec le 6C et ceux qui n'ont pas été traités avec le 6C, on a 50% d'impact de réduction sur le développement du trouble de stress post-trauma. C'est quoi en fait ces 6 C Ce sont concrètement? oui, 6C, ce sont six stratégies, six choses à faire en quelques minutes et qui commencent chacune par un C. Le commitment, la communication, le cognitif, la chronologie, le contrôle et le challenge. Toutes ces étapes-là sont faites en quelques minutes et permettent à l'individu de redevenir fonctionnel, d'enclencher les mécanismes de résilience et de réduire les risques de développer un trouble de stress post-trauma. D'ailleurs, on le voit vite parce que lorsqu'on intervient sur les gens en état de choc et que vous leur posez à la fin du processus la question, bien, vous souhaitez continuer, poursuivre votre journée de travail, par exemple, ou rentrer chez vous, la plupart d'entre eux nous disent non, non, surtout pas, il faut que je reste actif. Et rester actif de façon efficace est le mot d'ordre du 6C qui, en Israël, porte un autre nom et porte le nom justement de activez-vous. Ça s'appelle Maasé en Israël, qui veut dire s'activer, mais pas n'importe comment, efficacement. Et c'est les étapes du 6C, effectivement. On a combien de temps pour le mettre en place quand il se passe un événement? On a 6 heures. On peut le faire avant l'événement, c'est-à-dire qu'on vous appelle, on vous dit qu'il était arrivé quelque chose à l'école de grave. Eh bien, pendant que vous vous y rendez, vous êtes en général dans un état de panique relativement important en tant que parent. Donc, vous pouvez vous l'appliquer pour réguler votre niveau de stress. Vous pouvez l'appliquer lorsque vous arrivez sur place et que l'enseignant, par exemple, est lui-même en état de choc. Vous l'appliquez sur lui. Donc, on peut l'appliquer sur soi, on peut l'appliquer sur les autres, sauf dans certains cas précis. 3. Et vous pouvez l'appliquer dans une fenêtre de tir de 6 heures. 6 heures, encore une fois, c'est ce qui a été randomisé. Mais nous, avec l'expérience israélienne, on s'est rendu compte que maintenir les gens en cognitif pendant 12 heures, c'était quand même un minimum pour ne pas qu'ils réenclenchent encore tout leur système parasympathique et que mobilise l'expression des émotions. Donc, si on devait résumer, on dirait pas de langage émotionnel, idéalement pendant 6 heures, après l'état de choc, après le choc. On peut réitérer ce protocole quand par exemple le trauma ressurgit? Oui, excellente question. Quand vous êtes en période de crise ou quand vous êtes en consultation dans votre cabinet et que le patient se remémore ou que votre mari qui a développé ou votre femme un PTSD a une crise parce qu'elle vient de voir quelque chose et qu'elle vit un phénomène de réviviscence de ce qui l'a traumatisé, elle peut avoir une crise. Eh bien, vous vous en servez pendant la crise, ça permet de réguler, de stabiliser la personne. Mais encore une fois, ce n'est pas une thérapie. Et du coup, ce que j'ai cru comprendre, là, vous disiez, et même ce que j'ai pu lire, que en fait, il ne faut pas prendre en charge une victime choquée avec empathie, qu'il ne faut pas la rendre Oui, passive. oui, effectivement. On est vraiment à 180 degrés de ce qui peut se faire en Europe et le protocole fonctionne très bien en urgence. Et on s'est rendu compte qu'en urgence, toutes les stratégies qui mettaient en œuvre un langage émotionnel, de l'empathie, une posture victimaire aggravaient le trauma. Donc nous, on va avoir une démarche tout à fait inverse, ce qui est assez logique hein, quand on connaît les mécanismes neuropsychologiques qui sont en place en état de choc. Il faut absolument réguler l'hyperactivité de notre amygdale. Et notre amygdale cérébrale, c'est la zone des émotions. Donc on comprend bien que si on se met à parler avec un langage émotionnel, on va ne faire que rajouter encore de l'activité à cette amygdale qui est en débordement total si la personne n'est plus fonctionnelle. Oui, et du coup, faire appel au cortex Et, préfrontal où se et situe en fait, l'intelligence. oui, absolument, parce qu'à ce moment-là, si la personne est en état de choc, c'est que son cortex préfrontal, c'est-à-dire sa capacité à penser, à se réguler, à faire des choix efficaces, n'est plus du tout active. Elle est hypoactivée, éteinte, on pourrait dire. Donc, il faut absolument la réanimer. Et c'est pour ça que j'appelle ça un protocole de déchocage, parce qu'il faut la réanimer. Et on la réanime comment? Avec les 6 étapes, et dont une grande partie se fait en langage cognitif. Donc des mots qui sont très éloignés du langage émotionnel.
Du coup, si je comprends bien, on demande pas, comment tu te sens, est-ce que tu vas bien, mais plutôt, comment tu t'appelles, où tu te situes, qu'est-ce que tu sens, dans ta poche ou des choses vraiment plus concrètes, en fait? C'est exactement ça. Ce que font d'ailleurs très souvent les pompiers, intuitivement, sans bien savoir pourquoi ils le font, ou même le fait de demander en désignant ses doigts combien le- la victime voit de doigts. Tout ça appelle le langage cognitif est très identifié. Ce sont les faits, les détails techniques, les noms, les choix. C'est un petit peu comme lorsque vous allez déposer plainte au commissariat et que l'officier fait un procès verbal. On ne vous demande jamais euh, votre état émotionnel on vous demande les faits. Et le 6C s'appuie sur ce type de langage-là, parce que c'est celui qui va permettre au cortex préfrontal, en 90 secondes justement, Mmh. de basculer d'un état hypoactif à un état actif. Et quand il bascule à un état actif, il régule l'amygdale Mmh. par une corrélation négative. Et comme vous disiez, on peut déchoquer quelqu'un ou se déchoquer soi-même? Oui, sauf dans 3 cas. Mmh. Évidemment, si je suis sidérée moi-même, Mmh. et c'est pour ça que l'auteur du protocole prône de façon vigoureuse l'enseignement dès l'école, au même titre que les premiers secours physiques, parce qu'on doit être en capacité de pouvoir déchoquer n'importe qui. On sait que la vie va être faite d'adversité et il n'y a pas besoin d'être dans un pays en guerre pour l'éprouver les uns et les autres. Euh, donc oui, on peut déchoquer quelqu'un d'autre, sauf si je suis moi-même, donc sauf moi si je suis en état de sidération. C'est pour Mmh. ça que j'ai besoin de quelqu'un d'autre, mon camarade ou ma voisine pour le faire. On ne peut pas l'appliquer avec un succès garanti sur quelqu'un qui est sous effet de l'alcool ou sous effet de stupéfiants Mmh. ou sur quelqu'un de psychotique. Voilà, on a là les Mmh. trois, trois cas dans lesquels le 6C ne garantit pas de fonctionner avec succès. Donc aussi, si je comprends bien, c'est bien de pouvoir en bénéficier, par exemple, avant d'aller porter plainte, quand on a été, victime, de violences, Ah conjugales, oui, c'est très intrafamiliales. précieux cette Mmh. question. Elle est très précieuse parce qu'effectivement, notamment dans le cas du viol ou de la maltraitance Mmh. ou de l'inceste, c'est fondamental avant d'aller déposer plainte de déchoquer quelqu'un parce que quid de la validité de ce dépôt de plainte si on n'est pas sûr que ce qui dépose plainte, pour faire simple, c'est le cortex préfrontal et non pas l'amygdale qui est en surcharge émotionnelle. Et c'est pour ça, des fois, qu'on assiste tragiquement à des dépôts de plainte qui changent de version au Mmh. fil des heures et qui font naître dans l'officier de police le doute sur la véracité des propos. Or, non, elle ne ment pas la plupart du temps. C'est qu'elle est dans un tel état de confusion que si ses idées ne sont pas claires. Donc, il faut absolument que le cognitif revienne au contrôle avant de déposer plainte. Est-ce qu'on peut demander à avoir accès à ce protocole quand on est pris en charge, par exemple, je ne sais pas, dans un commissariat ou par des pompiers ou à l'hôpital? Alors, certains sont formés, d'autres pas. Sur le plan national, Monsieur Darmanin avait demandé à une association de policiers de leur remettre une proposition que j'avais établie sur un déploiement national de la méthode. C'était il y a 2 ans et nous n'avons toujours pas de retour. Mais évidemment que ce serait fondamental que les gens qui prennent en charge non seulement les victimes, mais eux-mêmes, les policiers eux-mêmes, hein, parce que les policiers vivent un drame sanitaire national Mmh. à raison de quasiment un suicide par semaine, ont besoin, ne serait-ce que déjà pour eux, en tant que primo-intervenants, d'avoir une espèce de bouclier cognitif qui réduise l'impact de toutes les violences quotidiennes auxquelles ils ont à faire face. Donc la Mmh. première raison pour laquelle il me semble qu'une autorité gouvernementale devrait signer cette formation, c'est d'abord prendre en charge ces primo-intervenants Oui. pompiers, forces de l'ordre, secouristes de tout type, urgentistes, et qu'ensuite, effectivement, l'idéal, ce serait que les enfants l'apprennent au même titre que le PSC1, de Mmh. façon à devenir des... C'est une question après vraiment de presque éthique, c'est-à-dire est-ce qu'on veut des citoyens qui soient autonomes ou est-ce qu'on veut des citoyens assistés? Donc, on sait aujourd'hui que la clé de la survie, la clé de la résilience, c'est l'autonomie. Or, en situation d'urgence, on a rarement un psychologue spécialisé en psychotrauma à sortir de sa poche au moment de l'événement, Mmh. qu'il s'agisse d'un accident de voiture, d'un drame sanitaire ou d'une catastrophe naturelle. Donc, il faut être en capacité tout de suite, puisque le trauma s'inscrit
la perception du trauma s'inscrit dès les premières secondes, tout de suite, de changer cette perception-là. Et ça, il n'y a que moi qui peux le faire, ou mon voisin, ou le témoin de la scène. Hmm. Donc finalement, en France, on est en retard. Comme sur beaucoup de sujets, on a bien 20 ans de retard, oui. Hmm. Vous parliez de PTSD et de traitement. Le MDR, par exemple, a 20 ans de retard en France. C'est enfin maintenant qu'on commence à le prescrire de façon insistante pour les gens qui souffrent, parce que c'est effectivement une thérapie qui a tendance à donner de bons résultats, pas forcément sur les traumas complexes, mais elle aide déjà un nombre très important de patients en souffrance. Alors justement, vous me parliez de MDR. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est le MDR? Alors, le MDR, c'est une thérapie qui est basée sur le mouvement des yeux et qui va essayer de sensibiliser. On parlait de souvenirs traumatiques, ben, qui va essayer de désensibiliser ce souvenir. Ce qui fait que chaque fois que vous y repenserez plus tard, au fil des séances et des consultations qui sont finalement pas très nombreuses, hein, souvent moins de 10, le souvenir se décharge de sa charge émotionnelle. Donc finalement, à la fin, lorsque ça a bien fonctionné, vous avez un souvenir, un peu comme vous auriez une cicatrice, mais elle ne fait plus mal. Et ça, c'est un élément fondamental pour pouvoir continuer sa vie sereinement. Et ça participe beaucoup à la réparation du syndrome de stress, du trouble de stress post-trauma. Lorsque ça marche, c'est vraiment épatant. Est-ce que c'est compliqué à vivre une séance de MDR? Je veux dire, est-ce que ça peut être intense? Est-ce qu'on peut être malade? Est-ce qu'il y a un peu des conséquences sur les jours qui suivent? Alors, chaque fois que vous faites appel à un souvenir traumatique, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut absolument vous adresser à des professionnels qui ont été formés dans des centres référencés. Et il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu MDR France et il y en a un autre dont j'oublie systématiquement le nom, qui ont des annuaires de psychologues qu'ils ont formés. Et je pense qu'il ne faut pas sortir de ces grandes écoles parce qu'elles sont celles des auteurs, de l'auteur. J'allais dire du CIC, de l'auteur de l'EMDR. Ah ben, pour le CIC, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Il n'y a qu'un centre de formation et il ne faut pas aller ailleurs si vous voulez sécuriser votre prise en charge. Donc, on s'adresse qu'à des gens qui ont été formés par les écoles reconnues en EMDR. Et de mémoire, en France, il n'y en a que deux. Oui, parce que du coup, quand on va être en séance, comme on va faire ressurgir un Et oui, traumatisme, ça peut être très violent. oui, ça peut être très violent. Donc, il faut absolument que vous ayez quelqu'un de très bien formé et idéalement d'expérimenté. Donc, si la première fois, ça ne fonctionne pas bien, vous avez le droit de ne pas avoir d'affinité avec ce praticien en EMDR, ce psychologue. Il faut Mhm. aller en voir un autre. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas en déduire que c'est la thérapie qui ne vous convient pas. Il faut au moins essayer une seconde fois avec quelqu'un d'autre parce que la relation avec le thérapeute compte beaucoup. Et c'est vrai que même s'il est très compétent, parfois, on n'a pas du tout envie euh, d'explorer ça avec ce thérapeute en particulier, avec qui on n'a pas un feeling ou une qualité relationnelle qui est suffisamment bonne. Donc, il faut tenter autre chose avec quelqu'un d'autre, le MDR. Et si le MDR ne fonctionne pas, malgré plusieurs tentatives de solution, eh bien, il y a d'autres thérapies qui fonctionnent au cas par cas. Mais lorsqu'elles fonctionnent, c'est très individualisé. Lorsqu'elles fonctionnent, elles peuvent donner aussi des résultats qui sont extrêmement appréciables, comme la thérapie canine ou la thérapie, l'équithérapie avec Mhm. les chevaux. Mhm. Encore une fois, c'est tellement difficile à soigner, notamment un trauma complexe, que si on pouvait se focaliser de façon très importante sur la réduction du risque de le développer, on gagnerait beaucoup en temps, en souffrance et en coût financier. Alors, justement, euh, comme on en parlait juste avant, qu'effectivement, en France, les professionnels ne sont pas assez formés, comment on peut se former? Et est-ce que si on est voilà, une personne lambda, est-ce Mhm. qu'on peut aussi se former et comment? Bah, tout le monde peut se former. Le service de formation que je gère, il suffit de s'inscrire via le site. Alors, l'année 2024 est complète parce qu'on n'est pas très nombreux à former, mais évidemment, toute personne peut se former, et les enfants à partir de 7 ans. Et c'est un module qui est tout à fait à part pour les enfants et qui serait bien de développer en partenariat avec
le ministère de l'Enseignement, le jour où ils seront disponibles et ouverts à ça. Très souvent, la phrase qui revient à la fin de la formation, c'est: mais finalement, ce protocole, c'est un protocole pour la résilience. C'est aussi bien valable dans notre vie personnelle, voire plus que dans notre Mhm. vie professionnelle. Et les gens, lorsqu'ils résument ainsi les 2 jours, ont parfaitement compris. Mhm. Je peux déchoquer et je suis en capacité de faire face à tout type d'adversité. Mhm. Et ça, c'est juste un bien mais inestimable pour tout citoyen. Parce qu'on sait qu'on va être confronté à l'adversité, la maladie, les accidents, le deuil de parents. Bref, l'adversité en plus devient de plus en plus grande en Europe. Donc, il va falloir s'aguerrir et apprendre à faire face efficacement. Or, les citoyens européens sont plutôt des citoyens qui ont grandi euh, dans un environnement extrêmement protecteur. Et donc, ils n'ont pas aujourd'hui, ils ont sûrement les ressources, mais ils ne savent pas comment les activer. Oui. Oui, oui, tout à fait. On est plutôt dans un peu se La- coucouner, l'empathie à outrance. Absolument. La calinothérapie, Oui. l'angélisme et ce que nous, on trouve être une survictimisation et une posture très régressive de la victime qui a tendance à être stigmatisée comme une victime à vie. Je dis souvent, les gens qui sont vivants à l'issue du Bataclan ne sont pas des victimes du Bataclan, ce sont des survivants du Bataclan. Oui, Alors, ils sont peut-être victimes d'un PTSD pour certains, Mhm. d'autres pas, mais ils ont survécu à ça. Et vous voyez que même dans la sémantique à utiliser, il faut changer les mots. Parce qu'on est victime un temps, mais on n'est pas victime à vie. Donc, C'est vrai, j'aime beaucoup ce que vous dites. C'est vrai, il faut sortir aussi de. On a été victime, effectivement, mais finalement, on devient des survivants et des survivantes. Et en plus, c'est aussi très malsain de rester dans la posture de victime parce que finalement, on reste aussi dans on n'avance pas, on on reste dans n'avance le pas. Ouais. passé. Et On reste puis, dans le passé. on reste dans ce triangle dramatique de Cartman, en fait. Et on aborde Oui, toutes nos relations comme ça en cherchant des sauveurs ou des bourreaux. ça peut être le cas, effectivement. Et puis surtout, euh, vous n'avez pas tiré de plus-value de l'événement. Or, ce Mhm. que font toujours les Israéliens, c'est transformer un drame en innovation. Mhm. C'est transformer une adversité en un apprentissage. Et c'est ça qui est très intéressant avec le PTSD, parce que même si c'est un espèce de monstre qu'on souhaite absolument ne jamais rencontrer, il arrive à certains d'entre nous euh, qui en avons les ressources Mhm. et l'accompagnement autour de nous, de transformer le trouble de stress post-trauma en un facteur de croissance une fois que vous l'avez traversé. Et ça, c'est juste magnifique. C'est-à-dire que, pour résumer, vous développez des compétences un jour que vous n'auriez jamais eues si vous n'aviez pas eu cette maladie. Mhm. Les compétences que vous développez grâce au fait d'avoir fait face efficacement à l'adversité, ces compétences, vous les mettez au service du bien commun. Encore une fois, c'est une vision tout à fait différente culturellement de la vision assez individualiste qu'on peut avoir en Occident. Oui, Mais oui. Mhm. ce qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est que quand on est face à l'adversité, être individualiste, c'est quasiment la mort assurée. Mhm. On a besoin les uns des autres. Donc, l'adversité permet de s'en rendre compte. C'est pour ça que les Israéliens sur ça sont très en avance et qu'il y a une forte cohésion. Mais malheureusement, voilà, l'adversité rattrape l'Europe aussi et je pense que cet apprentissage-là se fera malheureusement de façon douloureuse. Mhm. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup ce que vous dites parce que finalement, on sait qu'un trauma, ça marque aussi au fer rouge, mais en même temps, Mm. là, on se dit, mais en fait, on peut en faire une force. C'est ça, c'est une force. Alors au départ, c'est pas une force, hein, Ah c'est non, vraiment quelque chose qui vous dévaste, oui. dévaste votre vie, dévaste vos proches Mm, et vous donne et vous pousse et peut vous emmener jusqu'à la crise suicidaire et la mm, mort. Donc c'est mortel, un mm, PTSD, ça peut être mortel et surtout, ce qu'on dit pas assez, là aussi on est vraiment en retard en Europe, c'est que ça peut se transmettre jusqu'à 3 générations. mm, Donc, une fois qu'on voit les choses de cette façon-là, une fois qu'on comprend une donnée fondamentale, c'est que c'est pas une maladie invisible, comme souvent le disent les militaires. C'est une maladie qui est visible à l'imagerie médicale. C'est une maladie qui est d'abord physiologique, c'est-à-dire elle marque une partie de notre cerveau. Il y a des marqueurs identifiables au scanner, qui a ensuite des conséquences psychologiques et non pas l'inverse. Donc, d'abord,
c'est le biologique qui est marqué, et Mhm. ensuite les conséquences sont psychologiques. Donc c'est tout sauf une maladie invisible. On peut donc effectivement dire qu'on peut développer des maladies à cause de ce PTSD. Très clairement, on a identifié qu'il y avait des maladies, des troubles de l'attention, qu'il y avait des pathologies endocrino, qu'il y avait des pathologies respiratoires qui se développaient chez des gens qui ignoraient totalement qu'ils avaient hérité d'un trouble de stress post-trauma de la précédente génération. Et donc, quand on les diagnostique, quand on pose un diagnostic de troubles ou déficit de l'attention, on pose un diagnostic endocrino, et on ne fait aucun lien, parce qu'on n'est pas habitué à explorer le psychotrauma dans les pays en paix, on ne Mhm. fait aucun lien avec la potentialité de l'héritage d'un PTSD, soit dans sa vie, soit, soit, soit au sein des générations précédentes. Mais aujourd'hui, l'épigénétique établit parfaitement depuis plus de 10 ans cette transmission. Et donc, on peut donc transmettre ce trauma et finalement que les générations qui se suivent Tout à fait. le revivent et retournent aussi vers des situations traumatiques. Exactement, c'est ce qu'on appelait avant le la la transmission, transgénérationnelle. C'est toutes ces phrases qu'on a tous entendues. C'est Mhm. curieux quand même, dans cette famille, il y a toujours des suicides, Mhm. ou c'est curieux, ils sont toujours très violents dans cette Oui. famille, ou bon, on sait maintenant, et c'est le professeur Rachel Yehuda qui est vraiment un des précurseurs sur l'épigénétique, qui a mis en évidence il y a une quinzaine d'années, heu cette transmission-là, parce qu'elle ne comprenait pas, ou elle s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles les descendants de la Shoah, donc les petits-enfants, c'est même pas les enfants, les petits-enfants avaient des symptômes euh, des grands-parents, alors qu'ils n'étaient pas du tout concernés par, évidemment, les camps de concentration. Et eux avaient hérité de flashbacks, d'odeurs, de souvenirs qui n'étaient pas à eux, de comportements. Mhm. Et donc, elle a fait des méta-analyses et nombreuses études qui ont ensuite été corroborées par d'autres scientifiques qui ont mis cette transmission en évidence. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Mhm. Et quelqu'un en parle bien d'ailleurs en France, c'est le professeur Louis Géel, quand il enseigne dans son DU de psychotrauma à la fac de médecine. Et c'est encore très ignoré par le grand public et ben, par la plupart des médecins c'est ça aussi qui est déplorable. En études de médecine, vous n'évoquez pas du tout le trouble de stress post-trauma. Mhm. Donc, quand vous avez un généraliste, vous êtes généraliste et que vous avez en consultation quelqu'un qui vous liste des symptômes qui, pour quelqu'un qui connaît un peu le psychotrauma, va tout de suite évoquer des symptômes emblématiques du PTSD, bah, le généraliste ou le spécialiste ne va pas forcément, n'y est pas formé, donc ne va pas forcément penser à ça. Il va prescrire. D'ailleurs, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on est des grands consommateurs d'antidépresseurs Mhm. en France et en Europe, prescrit de quoi soigner le symptôme. Donc l'anxiété, l'insomnie, la Mhm. violence, etc. Qui sont quand même des symptômes assez emblématiques du PTSD. Donc ce serait bien qu'on puisse intégrer dans les études de médecine ce chapitre-là pour être alerté lorsqu'on a des patients en consultation qui se plaignent de façon récurrente de certains symptômes, pour aller au moins explorer cette piste-là. Mhm. Parce que par exemple, du coup, on peut avoir des douleurs chroniques qui Oui, peuvent tout être... à fait, tout à fait. Des Mhm. douleurs chroniques, des acouphènes, par exemple, Mhm. aussi. Donc, on se rend compte aujourd'hui qu'énormément de pathologisations euh, qui ne sont pas résolues, c'est-à-dire que les gens souffrent de quelque chose et tentent des tas de solutions, et hormis de soigner le symptôme avec des anxiolytiques ou des antidépresseurs, ne trouvent pas de solution malgré les thérapies à leurs problèmes, et finissent en bout de course la plupart du temps par arriver chez un spécialiste en psychotrauma qui, lui, en tirant le fil, finit par trouver ce fameux trauma. Voilà, ça me paraît d'utilité publique que d'intégrer le psychotrauma dans les études de médecine. Oui, complètement, parce qu'on peut avoir des douleurs qui ne s'expliquent pas forcément Absolument, mécaniquement, absolument. mais qui ressurgissent à des moments et qui sont Ça des dit douleurs. quelque chose, ça dit Ouais. quelque chose. Donc, Mhm. très souvent, le corps met
ce que nous n'arrivons pas, soit dont nous n'avons pas conscience, soit ce que nous ne sommes pas arrivés à, à exprimer ou à débloquer. Donc, c'est important d'écouter et puis de se dire, mais on n'a pas d'éducation au psychotrauma. On vit voilà, dans une région en paix, officiellement, donc c'est pas dans la culture encore des Français ou de l'Europe de penser au psychotrauma, hormis dans des lieux très, très identifiés, mais ce sont des gens qui fonctionnent entre eux, les spécialistes du psychotrauma. Donc ça descend pas beaucoup sur le terrain et sur le grand public. Finalement, les ressources, elles sont en nous. Il faut savoir comment les Ouais, activer efficacement. C'est ce que dit le CICE, c'est ce qu'on dit depuis qu'on l'enseigne depuis 3 ans. On est quand même, on est 80% à peu près sur Terre à avoir les ressources en nous, mais vous savez pas comment les activer. Ou bien parfois vous les activez, vous vous rendez compte que quelque chose est efficace, vous vous dites, je suis étonnée, j'aurais dû être paralysée par la peur, mais j'ai tout fait de façon efficace, ça a bien fonctionné. Et on ne pense pas à capitaliser sur ce qu'on a fait, à décoder ce qu'on a fait et à le reproduire si on est confronté une prochaine fois à une menace. Or, c'est un vrai enseignement, hein, c'est un vrai mécanisme à acquérir, comme pour les premiers gestes de secours qui consistent à faire un massage cardiaque ou autre. Mais une fois qu'on a pris le pli, toute votre vie, quasiment, est à la lumière du CICE parce que vous avez une posture, vous avez une façon de poser des questions, vous avez une façon d'explorer les événements qui change la perception et qui fait que cette perception-là n'est plus celle de quelqu'un c'est celle de quelqu'un qui a pris un coup, qui a un genou à terre, mais qui sait qu'il a une procédure pour remettre le genou, sa jambe droite et se redresser et faire face à la menace. Et c'est ça qui est important aujourd'hui d'enseigner et de transférer aux francophones. C'est la plupart du temps, on a les ressources. On va juste vous montrer comment les activer efficacement pour faire face à l'adversité, quelle qu'elle soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, pour réduire l'impact du choc. Vous vous déplacez n'importe où en France pour se former ou tout se passe à Paris? Alors, on se déplace quand ce sont les institutions, hein, par exemple, des grandes institutions comme Oracle ou la SNCF ou d'autres organisent au sein de leur région des formations, donc on y va, ils nous accueillent. Et quand ce sont des particuliers, donc lambda qui décident à titre personnel de s'inscrire, c'est très souvent à Paris, effectivement. Mais il y en a très peu pour l'instant pour les particuliers. En raison de la demande, on s'est focalisé, puisqu'on n'est pas très nombreux, sur les grandes institutions. Donc, il doit y avoir 3, 4 séances par an à l'attention des particuliers. Et ce sont des séances qui durent combien de temps? C'est une formation qui dure 2 jours en présentiel. Et en 2 jours, on peut avoir ses armes. Eh bien, en 2 jours, moi, je renvoie toujours, je trouve que ce sont quand même eux qui en parlent le mieux, aux témoignages de tous ceux qui ont été formés sur le site, parce qu'il y a leur nom, il y a possibilité de lire et en plus de les contacter si on le souhaite, via LinkedIn ou autre. Et ça permet de se rendre compte par soi-même et non pas par nous qui forcément sommes jugés partis de ce qu'en ont pensé les gens. Et oui, on peut être autonome. Ça veut dire quand même qu'il faudra s'entraîner beaucoup parce que c'est très éloigné de ce qui se fait, de ce qu'on nous apprend en mode compassionnel dès l'enfance, quand quelqu'un se blesse, tombe ou a un accident. Mais c'est très efficace. Donc la question, je dis toujours, en situation d'urgence, est-ce qu'on veut être gentil ou est-ce qu'on veut être efficace? Voilà, les deux vont pas forcément ensemble. Dans les premières phases aiguës. C'est bien pour ça d'ailleurs que quand vous faites un arrêt cardiaque, on ne vous demande pas votre avis pour ouvrir votre chemisier, etc. On y va, on pose, on déchoque et hop, quand vous êtes revenu à la vie, on réenclenche les mécanismes. C'est le même principe. Voilà, on n'est pas dans le temps de la consultation. Le temps de la consultation, 48 heures ou 2 semaines plus tard, viendra et ce sera celui d'une prise en charge d'une autre façon sur lequel les Français sont plutôt aguerris, mais pas sur l'urgence, évidemment. Je laisse le mot de la fin à Emmanuelle et vous invite à aller sur le site dédié au protocole CICE qui est protocolecice.org. Le 6 s'écrit S-I-X. Pas de langage émotionnel en situation d'urgence. Les gens ont les ressources, faites-leur confiance et aidez-les à se relever plutôt que vous à vous accroupir à côté d'eux.
Si je devais vulgariser au maximum, c'est un peu ce que je dirais à un enfant. C'est plein de force, c'est plein d'espoir et j'espère vraiment qu'on va pouvoir tous se former en fait finalement à ce protocole qui est, on peut le dire, révolutionnaire parce qu'on change de Oui, prisme en fait. oui, complètement. Vous avez raison. Il est révolutionnaire et surtout, il est d'utilité publique. Oui. Et donc, on va vers des. Je pense vraiment, j'ai la conviction qu'on va travailler pas mal avec les forces de l'ordre ou autres, on va vers des années où l'adversité sera renforcée Oui. et que si on veut pas, si on reste passif, on sera juste des victimes et ce sera compliqué de résister avec nos valeurs républicaines. Donc, je crois il faut apprendre aux gens à être autonomes et à faire face à l'adversité de façon efficace. On se barre. On se barre. On se barre.